La Ligue 1 reprend dans seulement quelques semaines et comme chaque saison, des talents vont nous éblouir, nous faire rêver tous les week-ends. L'occasion d'en faire une vidéo. Bienvenue sur la chaîne Podcast FC les amis. Aujourd'hui, on va faire un concept tout simple, bête et méchant, mais qui est toujours kiffant à voir et à réaliser. Un club, un joueur à suivre pour la Ligue 1. Alors installez-vous tranquillement, prenez votre meilleur verre d'eau, prenez vos meilleurs paquets de gâteaux. Installez-vous bien, on va attaquer aujourd'hui un club, un joueur à suivre pour la Ligue 1, on va faire le tableau au hasard pour le classement, et sans plus attendre, on va pas faire tarder l'introduction, on va démarrer avec le premier club. Et pour le premier club, les amis, on va aller du côté de la JOCR, vous l'aurez compris, et honnêtement, du côté de la JA, j'aurais pu vous parler de pas mal de monde. Alors déjà, pour commencer, j'aurais pu vous parler de la Cincinnati Yoko, j'en ai fait une petite vidéo sur la chaîne dans le cadre d'une série qui est entièrement dédiée à la pépite du jour, c'est le nom de la série. J'aurais pu vous parler d'Ibrahim Osman, qui est une grosse recrue du côté de la JA, de Kevin Danois, qui est un énorme crack, et clairement, lui, on en reparlera sur la chaîne. J'aurais aussi pu vous parler de ce bon vieux Clément Akpa en défense centrale. On va aller effectivement du côté de la défense, mais je vais vous parler de Francisco Ciralta. Alors pourquoi lui ? C'est peut-être pas le joueur le plus intéressant entre guillemets du côté de la JOCR, parce que bon, t'as des éléments à fort potentiel et tout, mais en fait j'ai choisi Ciralta pour une raison toute simple, c'est que c'est un élément qui aujourd'hui, du côté de la JA, est véritablement attendu. Vous le savez, Joubal est parti. Joubal, c'était quand même une légende de la JOCR. C'est un joueur qui a été extrêmement important, qui a beaucoup compté. Il a été un élément décisif, capitaine, un vrai taulier défensivement. Et là, on a un défenseur, donc Ciralta, qui fait 1m92, qui est chilien, qui a été recruté cet été pour 1,8 million d'euros apparemment. Il a un contrat qui court jusqu'en 2029. Et forcément, ça va être un défenseur très attendu. International chilien avec 15 sélections, ça montre quand même une grosse qualité, il était à Watford avant, donc évidemment ça montre quand même que c'est un bon défenseur, mais en tout cas de mon côté, vu le tableau là, vu le remplacement de Joubal qui va être important, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va pouvoir donner, et pour moi du côté d'Auxerre, le joueur à suivre sera ce mec qui a quand même des qualités athlétiques très fortes, qui a l'air d'être un bon défenseur, maintenant on verra. Il y a aussi une polyvalence, on verra si du côté de la JOCR, on la verra ou non en fonction du système et des besoins, mais en tout cas, du côté de la JA, j'ai hâte de voir ce que va donner Francisco Ciralta. Pour le deuxième club, les amis, on va aller du côté du Havre, on va aller tranquillement observer cet effectif du HAC qui a pas mal été renouvelé, d'ailleurs bien loin du mercato idéal que j'ai fait pour le Havre. Il faut le savoir le prendre aussi avec un petit peu de rigolade. On va aller sur le plan des offensifs. Alors je sais qu'il y a deux youtubeurs qui l'ont fait et qui ont parlé du même élément, mais en même temps je suis d'accord avec eux, donc je vais pas changer mes plans. On va parler d'Issa Soumaré les amis, un élément qui effectivement est intéressant du côté du Havre, il est évalué à 2 millions d'euros effectivement. C'est un attaquant polyvalent comme vous pouvez le constater ici, mais il est quand même bien meilleur sur l'aile gauche de mon avis. C'est un joueur qui a eu un prêt à Auxerre, je l'ai probablement le plus connu là-bas, qui a été un peu compliqué, il n'a pas vraiment apporté en Ligue 2 ce qu'il aurait dû apporter. Par contre, Issa Soumaré, et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est que c'est un élément qui aura probablement été des plus décisifs pour le Havre. 29 matchs en Ligue 1 la saison passée, 5 buts, 4 passes décisives. On le sait, le Havre est une équipe qui évidemment joue le maintien, jouera encore le maintien cette saison. Ça a été compliqué, ça a été le dénouement jusqu'au bout pour le HAC et Issa Soumaré. Il aura été un artisan effectivement de ce maintien-là côté havrais. Pour moi, ça en fait un joueur intéressant, il a aussi de vraies bonnes qualités techniques. C'est un joueur qui du côté du Havre pourrait potentiellement être le leader technique, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, contrat jusqu'en 2026, il faudra probablement le prolonger, sinon ça va poser problème. Je sais pas où est-ce que ça en est vis-à-vis de ça. Pour le coup, je suis pas assez le Havre pour le dire. En tout cas, c'est un attaquant qui est vraiment, vraiment intéressant. Bonne qualité technique, bonne qualité aussi d'accélération, de vitesse. C'est un élément qui est en mesure d'être décisif et effectivement, dans un effectif comme le Havre, avec les moyens qui sont vraiment, vraiment limités, je dirais qu'Issa Soumaré est mon joueur à suivre. Maintenant, on va passer au prochain club.
Et pour le prochain club, les amis, on va aller un peu plus dans le nord de la France, on va aller du côté de cette belle équipe de Lille, rendre visite à nos amis lillois. Évidemment, Lucas Chevalier, vous le savez, moi je suis parisien, donc je l'attends fortement dans les buts du PSG, mais on n'est pas là pour parler de ça, j'aurais pu vous parler de Thiago Santos, qui est un de mes latéraux préférés en Ligue 1, blessé la saison dernière, il n'a pas joué, en tout cas très très peu. J'aurais pu vous parler de Mouko, qui est un élément super intéressant, mais j'ai envie de vous parler d'une recrue, vous l'avez compris, je vais vous parler de Marius Broholm. Il a signé cet été pour une somme de je ne sais plus combien d'ailleurs, c'était 6 millions d'euros, voilà on le voit ici, 6 millions d'euros en provenance de Rosenborg, contrat de 5 ans bien évidemment, un ailier norvégien gaucher qui forcément ailier droit rentre probablement à l'intérieur et tout ça. Moi j'ai hâte de le voir, c'est pas un attaquant que je connais pour être tout à fait honnête, mais j'ai vu là 11 matchs, 5 buts, une passe décisive. Il y a de la promesse, c'est quand même quelque chose de sympathique. Il m'a été décrit quand même par des suiveurs et notamment des supporters lillois qui bien sûr l'ont observé comme étant un élément technique, un élément vraiment vraiment intéressant. Je connais pas, donc à titre personnel, ça va être une véritable découverte et c'est pour ça que j'ai envie de le suivre cette saison. International U21 de la Norvège, 5 sélections, 2 buts, valeur marchande à 7 millions d'euros. Je pense que c'est un élément qui techniquement sera intéressant, sera capable de faire des vraies grosses diffs. Il n'a pas beaucoup joué en fait, finalement, quand on regarde la saison dernière du côté de Rosenborg, pas beaucoup de temps de jeu, mais en même temps, c'est un jeune élément, hein, il est vraiment très très jeune, donc le temps de progresser, le temps de grandir, il a que 20 ans. Pour moi, c'est intéressant. Si je devais mettre un joueur à suivre du côté de Lille, ce serait ce mec-là. Je le connais pas et je suis vraiment pressé de pouvoir le découvrir. Pour le prochain club, les amis, on va aller du côté de Lorient, un promu en Ligue 1 qui a été exceptionnel la saison passée, avec une équipe évidemment d'une très grande qualité. Et là, sans plus vous faire patienter, on va aller du côté de l'attaque avec un joueur que je trouve super intéressant, c'est Pablo Pagis. Évidemment, le fils de Michael Pagis, voilà, le grand attaquant qu'on connaît, évalué à 3,5 millions d'euros, Pablo Pagis, un joueur qui est vraiment intéressant, capable de jouer neuf, mais aussi en tant que deuxième attaquant, je lui trouve vraiment des aptitudes techniques assez impressionnantes, vraiment intéressant. Pour moi, c'est un élément qui est peut-être un des plus intéressants de Ligue 2 la saison dernière. Voilà. Peut-être pas le plus mis en avant, parce que du côté de Lorient, vous aviez une équipe qui était exceptionnelle, vous aviez notamment Eli Kroupi Junior qui était prêté, c'était assez impressionnant. Maintenant, Pagis, voilà, si on va voir un petit peu les données, bah, c'est quand même un élément qui a connu 74 matchs de Ligue 2, 13 buts, 12 passes décisives. C'est pas mal, honnêtement, c'est vraiment de très bonnes stats. En National 2, il a aussi fait ses gammes petit à petit, tranquillement, pour progresser. Aujourd'hui, en Ligue 1, il a joué que 3 matchs. On verra si cette saison, il est vraiment en mesure de passer ce cap-là, de la Ligue 2 à la Ligue 1, de vraiment jouer, de vraiment découvrir le championnat correctement. Mais en tout cas, si on s'attarde sur ces stats de la saison passée, eh ben on réalise un truc tout bête, tout simple, 29 matchs, 5 buts, 9 passes décisives, c'est absolument colossal. Il est capable d'être polyvalent, il peut jouer à gauche dans l'axe, second attaquant, milieu offensif, aptitude technique que je considère comme vraiment intéressante. Un joueur qui clairement peut être une bonne surprise dans notre championnat, dans notre bonne vieille Ligue des Talents. Et du côté de Lorient, je mettrai Pablo Pagis dans les joueurs à suivre, même si évidemment Lorient, globalement, sera une équipe à suivre avec beaucoup de talent. Après Lorient, les amis, on va aller cette fois-ci du côté de Metz, un autre promu en Ligue 1. Et du côté de Metz, je vais pas vous mentir, l'attaque, la défense, tout ça, j'en ai absolument rien à foutre. On va aller du côté des gardiens, on va aller voir un petit peu Jonathan Fischer, un gardien qui est évalué à 3,5 millions d'euros déjà, j'ai envie de vous dire, il a 23 ans, il est très jeune, il a une belle valeur marchande. On voit la saison dernière 17 matchs, 5 clean sheets du côté de son club. Il a signé à Metz pour une valeur de 3 millions d'euros au niveau du transfert. Et en fait, pourquoi je mets ce joueur-là en avant ? Parce que c'est un gardien qui m'intrigue énormément. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, 1m97, je trouve ça vraiment impressionnant. Joueur du Danemark U19. Et en fait, le truc qui m'impressionne du côté de Metz, c'est que j'ai l'impression qu'on a enfin des idées pour le mercato. Et honnêtement, c'est pas pour être méchant vis-à-vis de Metz ou quoi. C'est un club que je respecte, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, j'ai un ami messin qui m'a dit à chaque fois beaucoup de choses sur Metz, et je le remercie parce que sinon j'aurais été un petit peu largué. En fait, quand je vois ce genre de transfert, Jonathan Fischer, je pense qu'on dit Jonathan et pas Jonathan,
bah en fait, je me dis, ouais, ça y est, Metz a de l'idée. Metz, en plus, va aller combler sur un poste, on voit des bonnes stats quand même, de gardien où ça a été un peu compliqué. À l'époque, t'avais Oukidja, ça faisait pas l'affaire. Après, t'avais Arnaud Baudard, qui est parti à Lille, qui était quand même un gardien plutôt convaincant, j'ai trouvé. Je l'ai vraiment trouvé bon à Metz. Finalement, ça s'est terminé d'une manière un peu bizarre. La Metz, ouais, ça y est, arrive à combler le poste de gardien. Tu te dis, terminer les Oukidja, les gardiens un peu douteux, et toutes les conneries que t'as pu avoir, parce que bon, ça a été un petit peu folklorique à ce poste-là. Tu te retrouves avec un gardien prometteur, un gardien qui a une belle valeur, un gardien qui est décrit quand même par des observateurs, des spécialistes, comme étant un gardien avec un certain potentiel, un certain talent. Perso, je suis vraiment hype à l'idée de voir ça, et pour être tout à fait honnête avec vous, je continue ma réflexion sur Metz, j'aurais pas imaginé qu'ils aillent sur ce mec-là, j'aurais imaginé au contraire qu'ils aillent sur un gardien, entre guillemets, un peu réchauffé de Ligue 1, genre Maxime Dupé ou quoi. J'aime bien Dupé, en plus, c'est pas la question, mais ça aurait pas été non plus l'idée la plus recherchée. Et là, Fischer, pour moi, du côté de Metz, c'est entièrement validé, et je m'attends à ce qu'il soit une vraie révélation. Allez, pour le prochain club, les amis, on va aller du côté de l'AS Monaco. On va se rendre, sans trop de surprise, du côté du milieu de terrain. Les habitués de la chaîne le savent, Lamine Camara, c'est un de mes joueurs préférés, honnêtement, en Ligue 1. Un milieu de terrain, 21 ans, déjà international sénégalais, 23 sélections, 6 buts, c'est absolument stratosphérique. 22 millions d'euros de valeur marchande. Moi, je m'attends un jour à ce qu'il signe au Paris Saint-Germain, tout simplement, voilà. C'est mon club, j'aimerais beaucoup l'avoir au sein du PSG. Un ancien de Metz, hein, justement, on parlait de Metz, qui a signé à Monaco. Il a vraiment fait une vraie révélation du côté de Metz avant d'aller à Monaco pour 15 millions d'euros quand même. Une belle somme, mais en même temps, le talent est assez évident, assez incroyable. Un joueur qui est arrivé en 2024, qui a un contrat jusqu'en 2029. Il est capable de jouer un peu partout sur le plan du milieu de terrain. Vraiment polyvalent, des grosses qualités techniques, athlétiques. Pour moi, Lamine Camara est effectivement un des meilleurs éléments de Ligue 1 au poste de milieu de terrain. Honnêtement, je mets les milieux du PSG, je mets potentiellement Adrien Rabiot, qui est un élément incroyable, Lamine Camara, et après, éventuellement, Ayoub Boadi, ou alors 2-3 éléments comme ci, comme ça. Mais honnêtement, Lamine Camara est un des meilleurs joueurs du championnat, un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. On va aller voir quand même ce qu'il a pu faire la saison passée. Même au global, en vrai, 60 matchs de Ligue 1, 3 buts, 11 passes décisives, c'est indécent, voilà, tout simplement. Donc voilà, sans grande surprise du côté de Monaco, pour moi, c'est Lamine Camara. Vous voulez du crack? Vous voulez de la pépite? Eh ben, je vais pas vous mentir, on va aller à Nantes et je vais vous en servir. On va aller à Nantes, les amis, au milieu de terrain, et là, je ne suis obligé de vous parler de ce jeune homme, Louis Leroux, 19 ans, milieu de terrain, valeur marchande à 4 millions d'euros. Et si je vous parle de lui, c'est tout simplement parce que c'est un énorme talent du côté des Canaries, peut-être la lueur d'espoir du côté du FC Nantes. Joueur avec un grand talent, pied gauche, techniquement très propre, capable de jouer à droite aussi, au milieu de terrain, mais principalement milieu offensif. Un joueur que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir jouer sur les quelques apparitions qu'il a pu avoir en Ligue 1. On va aller regarder justement ce qu'il a fait la saison dernière avec le FC Nantes. Moi, c'est un joueur, vraiment, je l'ai vu, j'en ai entendu parler, je me suis dit, ce mec-là, faut le suivre. Il m'a régalé, il m'a vraiment fait kiffer. 16 matchs de Ligue 1, les amis, 2 buts, une passe décisive, une véritable révélation du côté des Canaries, du FC Nantes, un peu à l'image de Guirassy d'ailleurs que j'aurais pu mettre, mais j'ai choisi Louis Leroux parce que c'est un élément qui m'a beaucoup plu, qui m'a tapé à l'œil, et je vous le dis clairement, cette saison, s'il y a un milieu de terrain à suivre en Ligue 1 du côté de Nantes, ce sera ce mec-là, et si vous voulez suivre d'autres milieux de terrain, Louis Leroux, Kevin Danois, entre autres. Maintenant, on va passer du côté du prochain club. Et pour le prochain club, les amis, on va aller sur le club de l'OGC Nice, les Aiglons. On va aller et voir du côté de l'ange gardien, et non, je ne parle pas de Joséphine, je parle bien évidemment de Yehvan Diouf, les amis, un gardien qui est pour moi un des plus sous-cotés de Ligue 1, le sénégalo-français, 1m88, 25 ans seulement, ce qui est vraiment jeune pour un gardien, valeur marchande à 12 millions d'euros, il a rejoint l'OGC Nice cette saison, cet été, pour moins de 7 millions d'euros. Je sais pas si on réalise à quel point l'OGC Nice a fait un braquage incroyable,
Évidemment, on le sait, Marcin Bulka était un super gardien du côté de Nice, il est parti en Arabie Saoudite, et en fait, Nice avait littéralement besoin d'un nouveau gardien, un gardien performant pour aller jouer notamment la Ligue des Champions. Il y aura ce match-là contre Benfica qui va être super important. Yehvan Diouf, je vais être honnête avec vous, pour moi c'est un élément à suivre, même si on le connaît en Ligue 1. J'ai hâte de voir comment il va rebondir après sa saison à Reims, où il a été exceptionnel, il a été vraiment vraiment très très bon. Malheureusement, Reims est allé en Ligue 2, compliqué, mais honnêtement, Yehvan Diouf est pour moi un des éléments les plus sous-cotés du championnat, un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Il est exceptionnel, même avec le Sénégal. Une sélection, c'est propre. Sincèrement, c'est très très propre. Pour moi, vraie grosse recrue du côté de l'OGC Nice. Bravo, voilà, j'applaudis, comme dirait Eric Abidal. Tu te tais, tu applaudis. Magnifique, très bon coup. Je pense que Nice ne pouvait pas mieux combler le poste de gardien qu'avec ce mec-là. Donc Yehvan Diouf, pour moi, sera un élément à suivre et un élément des plus intéressants de notre championnat, c'est-à-dire une véritable révélation, et même au-delà de ça, une véritable confirmation. Pour le prochain club, les amis, bah c'est pas compliqué. On va aller du côté de Strasbourg, on va aller vers un joueur qui ne sera absolument pas une surprise pour vous, puisque je vais vous parler d'un énorme crack du football mondial. Je parle bien évidemment de Kendry Péz, un joueur exceptionnel prêté par Chelsea, 18 sélections avec l'Équateur, 2 buts, il a seulement 18 ans les amis, c'est un milieu offensif qui est d'une qualité technique absolument indécente, c'est un des plus grands cracks du football mondial, et pour au moins une saison, on aura la chance de l'avoir en Ligue 1 à Strasbourg et de se régaler tout simplement au niveau des yeux. Élément, comme je l'ai dit, vraiment très technique, très bon dans la créativité. Moi, c'est clairement un des mecs qui me hype le plus en Ligue 1. Il est là pour la saison en prêt. Ça va être incroyable. Ça va être absolument incroyable de suivre Kendry Péz en championnat. Bon, après, si je parle de Strasbourg et de la multipropriété au global, j'en ai pas une bonne opinion, même si évidemment, ça ramène des super joueurs et ça profite à Strasbourg, clairement. Mais ouais, non, franchement, j'ai pas une super opinion de la multipropriété. Mais pour revenir à Péz, joueur exceptionnel, un énorme crack sud-américain, peut-être le plus attendu, le plus reconnu, le plus talentueux, je ne sais pas, c'est dur de comparer, mais on voit transfert, 10 millions d'euros de valeur marchande déjà, ouais, c'est exceptionnel. Exceptionnel à 17-18 ans, un joueur que j'attends énormément, et qui sera assurément un des meilleurs joueurs de notre championnat, et peut-être même le meilleur joueur, pourquoi pas, mais aussi et surtout un candidat au titre de meilleur jeune. Maintenant les amis, on va aller tout simplement du côté d'Angers, on va la jouer un petit peu plus modeste, on va pas aller voir un énorme crack sud-américain, par contre on va aller voir un joueur qui est tout aussi intéressant, on va aller du côté de la défense, on va aller sur Marius Kourkoul, considéré comme un milieu défensif, mais moi je l'ai vu plutôt en défense centrale, joueur que je trouve vraiment intéressant, 300 000 euros de valeur marchande, vous voyez que c'est un élément qui a seulement 18 ans, il est tout jeune, il a vraiment pas beaucoup joué, on va voir ça juste après, 1 an de contrat, bon, on verra ce que Angers va en faire, est-ce qu'il va être prolongé, est-ce qu'il sera prêté, vendu, honnêtement j'en sais rien, sélection France U18, c'est là que je l'ai vu notamment, avec l'équipe de France jeune, c'est un joueur qui la saison dernière en Ligue 1 a joué tout simplement 8 matchs, voilà, 8 matchs on le voit ici, il a joué 8 rencontres, 306 minutes de jeu en Ligue 1, c'est effectivement très peu, très faible, je sais même pas si c'est l'élément le plus prometteur du côté d'Angers, qui globalement arrive à pas trop mal former, c'est vraiment intéressant, mais moi Kourkoul, comme je vous l'ai dit, je l'ai vu en équipe de France jeune, je l'ai découvert aussi, merci, grâce à Football Manager, qui me l'a proposé au moment où je voulais être en national et tout, donc pour moi, ouais, joueur intéressant, joueur avec des bonnes qualités techniques aussi, qui peut faire la différence, c'est pas pour rien d'ailleurs que là on le voit milieu défensif, hein. C'est que vraiment c'est un élément, techniquement vous pouvez compter sur lui, il n'y a pas de problème, franchement, si vous le connaissez pas, je vous invite à le suivre pour la saison prochaine, vous risqueriez d'être surpris, mais là où j'ai une véritable interrogation, c'est de me dire, ah, qu'est-ce qu'Angers va en faire, le contrat jusqu'en 2026, est-ce qu'il y aura prolongation, est-ce qu'il y aura prêt, vente, honnêtement, j'en sais rien, j'ai pas du tout suivi le dossier, mais sur le plan du potentiel, sur le plan du talent, c'est un des mecs clairement à suivre du côté d'Angers.
Après Angers, les amis, on va se déplacer un petit peu en Bretagne, on va aller du côté du Stade Brestois, un effectif qui, bon, a perdu quand même pas mal de talent. Finalement, Pierre Lesmelou est toujours là, j'aurais pu vous en parler, j'aurais pu vous parler de Mady Camara, qui est peut-être le meilleur élément du Stade Brestois. J'aurais pu vous parler effectivement de Camblanc, qui pour moi est un élément important et intéressant. C'est un élément, pourquoi pas, on aurait pu l'évoquer. Luc Zogbé, Justin Bourgault, pour moi, sont des éléments intéressants, Bradley Loco. Mais en fait, j'ai décidé de vous parler d'une recrue, et je vais vous parler aujourd'hui de Junior Diaz, qui pour moi est le joueur à suivre. Il est, si je ne me trompe pas, prêté par les stacks du côté de Brest, 4 millions d'euros de valeur marchande, un défenseur qui a seulement 22 ans, et en fait, là où c'est intéressant, c'est que pour moi, il a eu un développement qui a été tout à fait bon et tout à fait cohérent. Déjà, formé à Nantes, ça c'est un élément qui est important, parce que mine de rien, Nantes a formé quelques bons défenseurs centraux ces dernières années. Il y a eu Voisine, il y a eu Nathan Zézé là qui est parti en Arabie Saoudite, Junior Diaz du coup là vu qu'on l'évoque, ça fait quelques noms, quelques joueurs sympathiques, quelques jeunes qui sont sortis, qui ont fait quelque chose de sympa. Ensuite il est parti du côté d'Annecy en Ligue 2 où il a fait un peu ses gammes en prêt. Il a été bon, il a vraiment fait une bonne saison en Ligue 2. Après, du côté de l'Estac, il est parti cette fois-ci transfert définitif à 2,5 millions d'euros. Et là, prêt de 3 vers le Stade Brestois. Je comprends pas trop le move de la part de 3 de le prêter à Brest. Pour le coup, faut pas me demander, je ne sais pas. Mais d'un point de vue des qualités, joueur qui évolue pour la Côte d'Ivoire et qui est aussi français, Côte d'Ivoire U23 ici on le voit, voilà, pas de souci, ancien joueur national, c'est un élément important, un élément intéressant. Physiquement, il est capable de remporter pas mal de duels, c'est vraiment un défenseur, je dirais, solide, avec des bonnes attitudes aussi, des aptitudes, excusez-moi, techniques. Pour moi, défenseur intéressant. Brest a fait une bonne opération pour le coup avec ce prêt. Valeur à 4 millions, est-ce que Brest était en mesure de les mettre? Je sais pas, honnêtement, je sais pas, j'ai un petit doute. Pour moi, c'est un super défenseur. Il va permettre à Brest de stabiliser un petit peu, de grandir, de garder un peu de tranquillité derrière au moment où l'effectif pourrait pas mal bouger, avec une question financière un peu délicate, de ce que j'ai pu comprendre. Donc pour moi, ouais, super coup, et Junior Diaz sera un des éléments à suivre. Non, ça n'a pas été fait exprès. Après Brest, on va aller du côté de Paris. Voilà, Paris-Brest. On a bien rigolé. On va aller du côté du Paris FC, les amis. Le PFC qui effectivement a une balance transfert à moins 35 millions d'euros. Le Paris FC, vous le savez, promu, ambitieux, racheté, tout ça, tout ça. Ils ont fait un super mercato. Je pourrais vous parler d'Otavio, mais je connais pas, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'aurais pu vous parler de Noah Sangui, qui a un bon potentiel. J'aurais pu vous parler de Moses Simon, qui est un des éléments les plus sous-cotés de Ligue 1, et pour moi une des meilleures recrues qui était faisable cet été. Mais en fait, j'ai décidé de vous parler non pas d'une recrue, non pas d'un joueur de champ, je vais vous parler d'un gardien qui est là depuis plusieurs saisons maintenant, formé, si je dis pas de bêtises, au Paris FC, qui plus est, un joueur forcément intéressant, voilà, formé au Paris FC, on le voit là, un joueur qui a littéralement 64 matchs de Ligue 2 à 22 ans, les amis, c'est extrêmement jeune pour un gardien. Expérience, talent, sélectionné en équipe de France U21, 3 sélections, il a fait les Jeux Olympiques et tout ça, on va pas revenir là-dessus. Obed Cambadio, pour moi, est un des gardiens à suivre de ce championnat. Un joueur qui n'est pas forcément trop connu du grand public. Voilà, les suiveurs de Ligue 2 le savent, les jeunes pépites et tous ceux qui suivent le savent aussi. Cambadio est un élément important, un élément avec un certain potentiel, avec de la qualité. C'est un gardien qui est très tonique, un gardien qui est capable de vrais beaux arrêts. 1m90, c'est vraiment pas mal. Moi je l'aime bien, franchement je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup Obed Cambadio. Du côté de la Ligue 1, honnêtement, je pense qu'il va être titulaire. Pour moi, du côté du Paris FC, il n'y a aucune raison de changer. Peut-être amener un numéro 2 qui pourra le titiller, amener un peu plus d'expérience et tout. Un mentor, mais pour le gardien titulaire, pour moi c'est clair, net, précis. Obed Cambadio sera titulaire en Ligue 1 avec le PFC. Ça me paraît être totalement cohérent, totalement raisonnable. Je sais pas dans quelle mesure il sera performant. Je sais pas dans quelle mesure il sera en capacité de grandir à l'échelle de la Ligue 1, parce qu'évidemment c'est un autre championnat, ça va plus vite, les attaquants sont plus précis, plus efficaces, donc il faut s'adapter, surtout quand t'as 22 ans, que tu découvres l'élite comme ça, mais pour moi c'est vraiment le joueur à suivre du côté du Paris FC, bien au-delà des recrues, là on est sur un joueur qui est déjà là, et qui doit confirmer à très haut niveau.
Du côté de Toulouse, les amis, je suis désolé parce que je vais devoir passer rapidement. J'ai honnêtement du mal avec le TFC, c'est loin d'être l'équipe que je connais le mieux. Par contre, j'ai parlé avec un ami qui m'a parlé d'un joueur, Noah Edjouma. Il m'en a parlé en bien, il m'a dit qu'il avait des qualités. Joueur sélectionné en équipe de France U21, un joueur qui a 800 000 euros de valeur marchande. La saison passée, qu'est-ce qu'il a pu faire, Edjouma? Honnêtement, je ne sais pas du tout, je le connais pas du tout, les amis, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Il a joué vraisemblablement 10 matchs de Ligue 1 pour 2 buts, mine de rien, c'est vraiment vraiment pas mal. Un élément visiblement comme étant polyvalent sur le front de l'attaque, sauf à gauche où il joue pas. Un joueur que je ne connais pas du tout, les amis, j'insiste vraiment là-dessus. C'est un peu rare, entre guillemets, parce que généralement je me renseigne, je connais un peu les pépites au fur et à mesure de l'année, les joueurs à suivre et tout qui me semblent intéressants. Du côté de Toulouse, j'avais rien du tout. Je remercie mon ami de m'avoir un petit peu aidé. Il m'a conseillé Noah Edjouma. Alors sans plus tarder, sans attendre, on va lui faire confiance. On verra ce que donnera Noah Edjouma cette saison. Et je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir en dire plus du côté de Toulouse. Prochain club, les amis, on va aller cette fois-ci du nord de la France. Hop, on va aller du côté du Racing Club de Lens. Certains le savent, j'en ai parlé dans ma vidéo sur Tovin. Je l'évoquerai probablement sur la chaîne avec la série La Pépite du jour et tout ça. J'aurais pu évoquer plein de joueurs à Lens, honnêtement, il y a pas mal de choses qui me plaisent bien. L'arrivée de Pierre Sage, moi, c'est un truc qui me fait plaisir de me dire, il y a un élément comme Pierre Sage au club, qui va donner un nouveau visage, un nouveau projet. C'est quelqu'un de très compétent, très humain. Et du côté des joueurs, j'ai envie de vous parler de Robin Risser, un gardien qui est évalué à 1,5 million d'euros. Il vient d'arriver à Lens, 1m93, 20 ans seulement. Je suis sensible au poste de gardien, et encore plus quand il s'agit d'un gardien aussi prometteur. Il était à Strasbourg, Strasbourg l'a prêté du côté de Dijon, finalement il le lâche aujourd'hui du côté de Lens. J'ai pas compris le move, les amis. Alors oui, d'un côté c'est vrai que Strasbourg, via Chelsea, arrive à avoir des gardiens incroyables en prêt, machin, mais je me dis, si t'arrives à développer un élément de ton propre club, c'est peut-être pas plus mal. Voilà, t'arrives à conserver ton gardien, à faire en sorte qu'il puisse jouer des matchs, se développer. Surtout quand t'as un mec comme Robin Risser qui a un potentiel assez important. J'ai pas compris le move de le lâcher. Finalement, c'est Lens qui le récupère, qui fait une vraie belle opération. Il sera probablement titulaire. Transfert à 3 millions d'euros, c'est quand même assez cher payé parce que c'est 2 fois sa valeur. Mais d'un côté, tu sécurises un vrai gros talent. C'est un joueur, la saison passée, qui a été prêté en Ligue 2 du côté du Red Star, voilà, qui a été globalement performant, je pense, il n'y a pas de souci là-dessus. Il a été vraiment bon aussi du côté de Dijon quand il était prêté en national. 19 matchs de Ligue 2, bon, voilà, des performances tout à fait honorables, on va dire ça. 5 clean sheets, 25 buts encaissés. Pour moi, honnêtement, c'est tout à fait correct et raisonnable pour un gardien. On va voir aussi son prêt du côté du DFCO. Alors, je sais pas s'il a été prêté 2 saisons de suite au Red Star, il y a moyen. Non, national, on voit ici 30 matchs, 8 clean sheets avec Dijon. Honnêtement, c'est pas dégueu. C'est un gardien qui est vraiment prometteur, qui a vraiment du talent. Et je vous invite, la saison prochaine, à vraiment le suivre, parce qu'il sera sans aucun doute une révélation de notre Ligue 1. Petit arrêt au stand, les amis, on va aller du côté de Rennes, au pays de la galette saucisse, on va se régaler. Là, clairement, je vais pas vous faire le spoil. On va aller, non pas sur Diawy Cissé, mais j'aurais très envie d'en parler. J'ai envie d'aller sur un attaquant, et on va parler de Mohamed Kader Meïté. Ce qui est assez incroyable avec lui, c'est qu'il est évalué à 5 millions d'euros à seulement 17 ans, 1m92 avant-centre, sélectionné en équipe de France U19, 3 sélections. C'est incroyable, c'est un joueur qui a déjà brillé en Ligue 1, qui a joué pas mal de matchs, qui a joué notamment un vrai bon match avec le Stade Rennais contre le PSG, un élément qui a brillé, qui s'est fait remarquer, techniquement vraiment bon, physiquement exceptionnel, il est capable de bouger n'importe qui, c'est assez impressionnant, il prend tous les ballons dans les airs, et clairement, là on va voir ses statistiques la saison passée, 12 matchs de Ligue 1, 2 buts pour 537 minutes de jeu. Honnêtement, c'est vraiment prometteur. Il a 17 ans seulement, c'est un énorme crack du côté de Rennes. Franco-ivoirien, bien sûr, pas de souci. Contrat jusqu'en 2028. Rennes a tout intérêt, à mon avis, à le sécuriser pour très longtemps. Et bien au-delà de 2028, c'est un élément des plus prometteurs de Ligue 1. Un élément qui est connu, parce qu'en vrai, pour les suiveurs,
Ils l'ont vu jouer, ils savent les pépites et tout, comme je l'ai évoqué. Hein. Les gens ne seront pas surpris, mais honnêtement, Mohamed Kader Meïté, pour moi, est un des éléments les plus prometteurs de notre championnat. Je le vois comme étant un joueur avec une trajectoire de carrière potentiellement exceptionnelle. Il a un potentiel de fou. Il a le talent. Il a le talent vraiment pour faire un truc incroyable. Et du côté de Rennes, ce sera probablement sa saison. En tout cas, il a le talent il a le potentiel pour faire quelque chose de très très grand. Et je vais même lancer un prono. Cette saison, Mohamed Kader Meïté, ça finit à minimum 6 buts en championnat. Voilà, c'est lâché. Et oui les amis, ça y est, on passe dans le vif du sujet. L'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. On va aller du côté de l'OL sans plus tarder. On va s'intéresser à un joueur. Là, je vous affiche l'effectif qui n'est pas encore arrivé, littéralement. J'aurais pu vous parler de Khalis Mera, qui est assez exceptionnel, qui fait une préparation du côté de l'OL qui n'a aucun sens, un joueur très talentueux. J'aurais pu vous parler de Gomez Rodriguez, évidemment, Molébé, pourquoi pas. Miko Tadze, qui pour moi est un des meilleurs attaquants de Ligue 1, sans aucun doute, et qui est un élément à suivre, clairement. J'aurais pu vous parler de pas mal de monde à l'OL, pour être tout à fait franc. Mais là, je vais vous parler d'un mec qui n'est même pas encore du côté de l'OL. On va aller le taper directement dans la barre de recherche. Vous l'avez compris, je parle de Tyler Morton. Ce joueur-là, les amis, je l'ai observé, j'en ai fait notamment une vidéo pour répondre aux rumeurs par rapport à l'OL et tout. Je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est une vraie bonne recrue pour l'OL. Et en fait, si vous devez vous attendre à quelque chose le concernant, c'est que ce soit un élément vraiment prometteur. D'une part, il a seulement 22 ans, c'est un joueur qui a vraiment une grosse qualité, c'est un mec qui fait 1m85, il est grand sur le terrain, ça se remarque. Et en fait, au-delà de ça, c'est un milieu de terrain surtout, comme je l'ai évoqué, qui me fait penser à Vitinha et Fabien Ruiz, parce que la qualité technique, le calme, la vista, et le fait d'être un peu le métronome, le maestro du milieu de terrain. Et en fait, ce que j'attends de Morton, c'est tout simplement qu'à l'OL, dans un milieu de terrain qui a quand même de la qualité, notamment technique, amène encore plus de qualité technique, encore plus de contrôle dans les rencontres, et qu'avec sa touche, sa patte, il aille amener l'OL tout en haut. On voit ici Tolisso au milieu de terrain, pas de souci, Khalis Mera, ok. Diawara, bon pourquoi pas, je sais pas dans quelle mesure il sera encore là. Taner Tessman, c'est plutôt sympa là aussi. Honnêtement, si l'OL va signer Tyler Morton, et visiblement c'est en passe d'être fait, ce sera une vraie bonne recrue. Alors assurément, Tyler Morton, un des joueurs à suivre du côté de la Ligue 1, sans aucun problème. Je pense honnêtement que l'OL a fait le bon choix, et que ce mec va être très surprenant. Et puisqu'un Olympique peut en cacher un autre, les amis, on va aller du côté de l'Olympique de Marseille. Alors j'aurais pu vous parler effectivement de Joël Ordonez, qui est pressenti comme étant un joueur qui pourrait signer du côté de l'OM, voilà. Élément super intéressant, j'en ai fait une vidéo, TMF aussi bien évidemment, avec encore une fois beaucoup de qualité bien sûr. Un joueur qui est vraiment prometteur, qui a beaucoup de talent, mais que Nenny, j'ai décidé de ne pas parler de lui. Oui, je viens de dire que Nenny en totale détente. Je ne vais pas parler de ce mec-là, je vais parler d'un autre joueur, et on va évoquer le cas d'Igor Paixão, les amis, un élément qui est coté, mine de rien, à 35 fucking millions d'euros, c'est colossal, tout simplement, un élément qui évoluait du côté des Pays-Bas il y a quelques temps maintenant, et honnêtement, je connais pas. Je vais être tout à fait honnête avec vous, les amis, je ne le connais pas. Et du coup, tout l'intérêt pour moi, c'est de me dire, l'OM a mis 30 millions d'euros, c'est un joueur qui a visiblement brillé, parce que là on voit ses stats. Eredivisie, 93 matchs, 32 buts, 23 passes décisives. C'est tout sauf un pitre, c'est tout sauf un clown. C'est prometteur, c'est extrêmement fort, mais honnêtement je connais pas. Et du coup, tout l'intérêt pour moi, c'est de me dire, je le connais pas, donc évidemment j'ai envie de me renseigner sur Igor Paixão, pas de problème, c'est de me dire, qu'est-ce qui a poussé l'OM à mettre 30 millions dessus? Parce que s'ils ont posé cette somme-là, c'est que c'est justifié, c'est que le talent est là, c'est que le potentiel est là, c'est un élément qui a seulement 25 ans, c'est pas vieux. Honnêtement, je suis curieux. Honnêtement, je suis curieux, et je trouve d'ailleurs même au global que le mercato de l'OM est cohérent. Tu fais Paixão, tu vises Ordonez, Timothy Weah, c'est peut-être pas le mec que j'aurais choisi, mais je comprends l'idée. Tu prends Medina, bah honnêtement, c'est très bien les amis, tout simplement. Donc ouais, du côté de l'OM, je mettrais Igor Paixão sans aucun problème.
Et pour le dernier club, les amis, on va finir en beauté le champion d'Europe en titre, mon club de cœur, le Paris Saint-Germain. Et effectivement, pour le Paris Saint-Germain, j'aurais pu vous évoquer pas mal de monde, j'aurais pu parler de Lucas Chevalier, mais il n'est pas encore au club, alors pour le coup, je ne peux pas le faire. J'aurais pu vous parler de Renato Marine, mais ça sert à rien, le mec va pas jouer quoi qu'il arrive, donc voilà. J'aurais pu parler de Neves, d'autres éléments, mais effectivement, vous le savez, j'ai un faible pour Seny Mayulu, j'en ai déjà parlé pas mal de fois sur la chaîne, et pour cause, s'il y a bien un mec à suivre du côté de Paris, c'est lui. 19 ans seulement, j'allais dire 20 ans, mais non, 19 ans seulement, coté à 15 millions d'euros, c'est un des mecs les plus incroyables du côté de Paris. Déjà, il faut savoir que sa qualité première, c'est la technique et l'intelligence de jeu. Très bien, c'est un milieu de terrain comme on le voit là. C'est un mec qui est ambidextre, donc pour lui, pied droit, pied gauche, c'est la même, hein, il s'en bat les couilles, autant vous dire que voilà, il n'y a pas de souci. C'est un joueur qui est incroyable, et pour une raison toute simple, c'est qu'il est arrivé du côté de Paris, formé évidemment au PSG, et en fait, on va voir ses stats de la saison dernière. Vous aviez Asensio, et possiblement à un moment donné dans l'équation, Carlos Soler. Le mec, il est arrivé, 34 matchs, toutes compétitions confondues, 6 buts, 3 passes D, une capacité à créer du danger qui est assez impressionnante, une capacité à être efficace qui est vraiment impressionnante, une polyvalence là ici qui est top. Je l'avais évoqué, mais en U19, il évoluait vraiment ailier gauche. Après, c'était plus milieu offensif. Aujourd'hui, c'est vraiment un box-to-box, hein, honnêtement, faut être honnête. Il dispute beaucoup de duels défensifs, beaucoup de duels offensifs. C'est un des mecs les plus prometteurs de notre championnat. Un gars qui arrive à s'imposer au PSG dans la rotation, devant des gars comme Asensio, qui ont un nom, un palmarès, un statut au club. C'est assez incroyable. Il amène, quand il rentre, beaucoup de qualité. Là où c'est dommage, c'est que malheureusement, quand il est titulaire, il n'arrive pas encore à confirmer et à être vraiment, vraiment consistant. Mais encore une fois, 19 ans. 19 ans, les amis, c'est rien du tout. C'est rien du tout. On parle d'un 2006. On parle d'un 2006. C'est indécent. C'est absolument indécent. Alors, s'il y a bien un mec à suivre au PSG, c'est Seny Mayulu. Donc voilà, les amis. C'était Podcast FC. J'espère que ce format vous a plu. Je suis conscient que c'est une vidéo qui est un peu longue. C'est mes curiosités. Je connais pas tout le monde, effectivement, comme vous l'avez vu. Mais justement, c'est ça le principe. Quand on connaît pas, on s'intéresse, on essaye de découvrir des talents. Et c'est pour ça que cette vidéo est là. C'est pour proposer à vous, comme à moi, des joueurs à suivre pour la saison prochaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour me soutenir, ça m'aide énormément, ça développe la chaîne et c'est super important. On se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Je vais aller boire de l'eau. Très bonne journée à vous et salut.